Bon, Bismillahirrahmanirrahim. Aujourd'hui, nous allons aborder la construction sociale du genre dans l'espace scolaire, c'est-à-dire nous allons un petit peu traiter les clichés, les stéréotypes, les représentations que les enseignants et que la population scolaire se fait de certains statuts de la population estudiantine ou population scolaire. Donc, l'objectif de ce cours est de désigner les stéréotypes de genre à l'école, les interactions en classe et la socialisation différenciée, aussi de définir l'orientation scolaire au prisme du genre, c'est-à-dire la discrimination filles-garçons, et le paradoxe de la réussite des filles. Est-ce que c'est réel ou est-ce que c'est seulement un stéréotype, une fausse idée que les éducateurs se font faire? Généralement, nous avons la conception de la fille c'est la meilleure de la classe. Les filles réussissent mieux que les garçons. Donc, et nous allons appliquer ce contexte via bien sûr une activité TD, mais aussi via des exemples concrets issus d'études sociales. Donc, pour l'introduction, les concepts fondamentaux, le genre. Le premier concept, c'est le genre. Le genre désigne la construction sociale et culturelle de la différence des sexes, c'est-à-dire entre filles et garçons. Par opposition, sexe biologique, c'est-à-dire filles, hommes, femmes. Comme l'explique la sociologue Nicole Massoni, le genre est je cite, le genre est un rapport social de division hiérarchique entre les sexes qui traverse l'ensemble de la société, y compris l'école. C'est-à-dire, cette vision n'est pas que celle de la société dans sa vision ou dans sa conception macroscopique. Ça touche profondément l'école aussi. Donc l'espace scolaire constitue un lieu majeur de socialisation où se transmettent et se reproduisent les normes de genre. L'école n'est pas neutre. C'est-à-dire l'école ne se détache pas de l'ensemble de la société. La société, c'est en quelque sorte le dictateur de l'école. C'est la société qui dit les clichés, les stéréotypes, les représentations, tout ce qui existe dans la société, dans sa conception macroscopique, existe forcément dans l'école. Les stéréotypes de genre à l'école. Comment pourrions-nous définir les stéréotypes de genre à l'école? Les stéréotypes de genre sont des représentations schématiques et rigides. C'est-à-dire, schématiques, il n'y a pas de détails. Généralement, les gens se font l'idée que la fille est beaucoup plus docile que le garçon, elle est beaucoup plus disciplinée, elle représente ou donne ou réussit un parcours scolaire meilleur que le garçon. Généralement, ce stéréotype est persistant. Donc, dans les manuels scolaires, mais le problème, c'est que ce n'est pas que ces représentations persistent dans la relation enseignant-élève. Non, le problème, c'est que ça se répercute sur les exemples, sur les supports, voire même les manuels scolaires. Donc, généralement, dans les manuels scolaires, les femmes sont représentées comme dans des rôles domestiques, dociles. Les femmes sont représentées dans des travaux, dans des métiers
adaptées à leur féminité, alors que dans la réalité, ce n'est pas le cas. La femme est souvent représentée dans les manuels comme étant infirmière, femme au foyer, médecin, mais enseignante, c'est-à-dire des métiers adaptés aux femmes, alors que dans la réalité, nous retrouvons des femmes dans des métiers de labour, des métiers difficiles. Donc, déjà ce cliché persiste dans les manuels, dans les exemples. Donc, dans les attentes des enseignants, la perception différenciée des compétences selon le sexe de l'élève aussi. C'est-à-dire, on va dire que généralement deux individus de la même, on va dire du même capital culturel, c'est-à-dire de la même classe sociale entre guillemets, pour l'enseignant, si même ces deux individus sont du même capital culturel, généralement pour l'enseignant, la fille réussit plus que le garçon, est privilégiée par rapport au garçon, a un traitement de faveur par rapport au garçon. Donc, dans les incarnations entre élèves, dans les interactions entre élèves, la reproduction des hiérarchies symboliques, c'est-à-dire la fille, c'est symbole de réussite, le garçon, c'est un symbole on va dire fille, symbole de réussite scolaire, symbole de réussite académique. Garçon, c'est souvent un individu dédié, même si les deux individus n'ont pas vraiment un meilleur niveau scolaire, ont des résultats assez, on va dire, médiocres. On va dire que la fille réussira des métiers comme métier d'infirmière, comme métier, c'est-à-dire elle va pas réussir, elle va pas avoir une moyenne assez élevée pour faire médecin, par exemple. On va dire, tiens, Flana ne réussira pas à faire médecin, elle pourra faire sage-femme. Alors que pour le garçon, il ne réussira pas à faire médecin, il ira s'engager dans l'armée. Par exemple, je vous donne des exemples de la société algérienne. Donc, vous voyez bien que le parcours scolaire, même si il émane de deux niveaux scolaires, on va dire similaires, une fille qui a une moyenne au bac de 11-12, un garçon qui a la même moyenne, 11-12. La fille va partir vers un métier, par exemple, de sage-femme, infirmière, technicien de la santé. Elle va faire, je sais pas, un travail assez adapté par rapport à la formation académique, alors que le garçon, on va automatiquement le diriger vers un travail technique, professionnel, vers l'armée. Donc, dans l'imaginaire social, filles et garçons ne représentent pas le même modèle de réussite scolaire, même s'ils ont le même niveau, même si les deux ont le même niveau. Donc, c'est en quelque sorte une hiérarchisation symbolique. Fille, symbole de certains métiers, le garçon est le symbole de certains métiers. La fille est le symbole d'une certaine formation, alors que le garçon est le symbole d'une certaine formation. Ça, c'est ce qu'on appelle un cliché, c'est-à-dire on va tracer au préalable l'image de la réussite pour la fille et pour le garçon. C'est le traçage hiérarchique symbolique du genre. Pour Marie Duru-Bella, je cite, les stéréotypes imprègnent tout le fonctionnement scolaire des contenus d'enseignement aux pratiques d'orientation en passant par les interactions quotidiennes en classe.
Donc, les stéréotypes imprègnent, c'est-à-dire se collent, imprègnent tout le fonctionnement scolaire, c'est-à-dire formation, évaluation, traitement. L'enseignant vient déjà avec l'enseignant, comme étant un individu de cette société, il vient déjà imprégné de cette symbolique, imprégné de ce cliché. Il entre en classe imprégné de ce cliché. Donc pour lui, le garçon représente un statut, la fille, représente un autre. Alors que l'école est basée sur l'école républicaine est basée sur le principe de l'égalité. Donc, il ne faut pas, dans sa tête, se tracer déjà, en tant qu'enseignant, une image, un cliché. Il faut bannir ce cliché et ne pas venir avec l'idée que, déjà que, en tant qu'enseignant, quand je suis en classe, pour moi, les filles sont meilleures que les garçons. Ou les filles vont être dédiées à certaines formations, alors que les garçons vont être dédiés à d'autres. Non pas par rapport à l'anatomie, la physionomie de l'homme et de la femme. C'est sûr que les filles ne vont pas faire les mêmes métiers que les garçons. On ne va pas dire que si les garçons vont être dédiés à certaines formations professionnelles, par exemple maçonnerie, plomberie, je sais pas, les métiers de labour, c'est-à-dire de difficultés de travail physique, c'est sûr que les filles ne vont pas réussir, certains ne vont pas réussir, non pas certains, mais dans la majorité des cas, ne vont pas réussir une certaine formation professionnelle qui soit similaire à celle dédiée aux garçons, les travails de labour, de difficultés. Mais je parle bien sûr de certaines formations ou d'une certaine vision qui, même dans les métiers qui pourraient être partagés par filles et garçons, on a en tant qu'enseignant l'idée que non, les filles réussissent mieux dans cette formation, par exemple médecin, que les garçons, alors que ce n'est pas le cas. Donc il faut bannir d'emblée ce cliché qui existe réellement dans la société. Donc, je recite Marie du Rubella, qui dit que les stéréotypes imprègnent tout le fonctionnement scolaire des contenus d'enseignement, c'est-à-dire aller au-delà de la conception personnelle vers le contenu scolaire. C'est-à-dire, même vous en tant qu'enseignant, lorsque vous allez concevoir des supports, des exemples, vous allez donner dans ces exemples que vous donnez à vos élèves, vous allez donner un certain statut privilégié à un genre par rapport à un autre. Non. Je parle bien dans les formes, dans les situations où la discrimination homme-femme n'existe pas. C'est-à-dire sur le niveau, on va dire, intellect. Garçons et filles ont presque les mêmes capacités intellectuelles, n'est-ce pas? Donc, vous pouvez réussir presque dans toutes les formations intellectuelles, que vous soyez garçon ou fille, vous allez réussir. Donc, ne venez pas avec ce cliché qui va influer sur on parle bien d'élèves, d'enfants, d'accord? Qui va influer les enfants, c'est-à-dire il va les imprégner à leur tour de ce cliché. Je continue, donc pour donner des exemples, dans les écoles, les stéréotypes de genre se manifestent notamment dans les manuels de français, manuels scolaires de français. Les femmes sont souvent représentées dans l'espace domestique, les hommes dans l'espace public. D'accord? Je parle bien d'une étude faite en France, parce que c'est une étude faite par Marie du Rubella. Donc, c'est une étude publiée en 2004 dans l'école des filles. Quelle formation pour quels rôles sociaux? Paris. Donc, c'est une étude qui a été faite en France. Pour la conception occidentale,
ceci n'est pas acceptable, mais ça prouve la discrimination qu'il y a une certaine discrimination dans les manuels scolaires. Pour la vision occidentale, la femme n'est pas que dans le lieu domestique, comme l'homme n'est pas que dans le lieu public. Ça pourrait être une vision assez acceptable chez nous, en tant que monde oriental, on va dire, entre guillemets. Mais pour la conception occidentale du rôle homme-femme, ceci prouve qu'il y a une discrimination par rapport au manuel scolaire, dans le manuel. C'est-à-dire les textes qu'on présente aux élèves. Vous avez une femme qui est souvent présentée dans le milieu domestique, alors que l'homme est souvent représenté dans le milieu public. Alors que il y a certains hommes qui réussissent mieux dans le milieu domestique. N'est-ce pas? La preuve, les plus grands cuisiniers sont des hommes. Les plus grands couturiers sont des hommes aussi. D'accord? Donc, ça aussi, c'est un cliché qui reste à prouver, même si c'est une impression assez évidente. Mais ça reste encore à prouver. Est-ce qu'on peut dire que c'est pas des clichés, mais c'est des clichés, en même temps c'est des tabous, parce que depuis qu'on était petit, on nous dit que il y en a des travaux qui sont faits pour des hommes, il y en a des travaux qui sont faits pour des femmes. Quand vous avez dit les couturiers, cuisiniers et tout ça, dès qu'on était petit, cuisiner c'est quelque chose de interdit interdit pour l'homme. Oui. Je suis pas en train de tu n'es pas interdit, mais a dit ça, mais non convoité, on va dire non convoité, pas interdit. Non convoité, mais c'est la société. La communauté algérienne, c'est. Oui. Ça, mais c'est un cliché. Oui. Du moment que ce n'est pas prouvé, c'est par une étude, ça reste au niveau du cliché, c'est-à-dire jusqu'à ce que ça soit prouvé par une étude. On ne va pas dire cliché, mais c'est une impression, c'est une première impression. Maintenant, on vient de le dire comme ça sur le tas. Les plus grands cuisiniers sont des hommes, les plus grands couturiers sont des hommes. Ça, c'est une impression. Même si on va citer, c'est-à-dire les plus grands cuisiniers, on va citer un tel, on va trouver qu'on connaît plus d'hommes comme réputés pour être de grands cuisiniers, alors qu'on ne connaît presque pas assez de femmes, autant que de femmes qui soient plus grands cuisiniers que ce nombre d'hommes, mais ça reste sur le plan de l'impression, c'est-à-dire jusqu'à ce que ça soit prouvé par une étude, c'est une impression. D'accord? Donc, je continue. Les interactions en classe et socialisation différenciée, c'est-à-dire comment différencier la socialisation entre garçons et filles. Observation des pratiques enseignantes. Les recherches en sociologie de l'éducation ont mis en évidence des différences significatives dans la manière dont les enseignants interagissent avec les filles et les garçons. Nous allons citer certains points. Nous allons dire que les types d'interaction avec les garçons, nous retrouvons, bien sûr, c'est une étude que je vais citer à la fin, temps de parole accordé plus important, temps d'interaction avec les garçons, c'est-à-dire le garçon, quand vous allez sortir, Inch'Allah, et enseigner, vous allez trouver que les garçons vont vous solliciter plus, non pas par rapport au contenu pédagogique, mais surtout par rapport à l'intention et l'attention. D'accord? Les garçons ont une intention de attirer l'enseignant vers eux, soit par participation en classe, soit par chahut, on va dire, en chahutant en classe. Et ça, c'est une intention d'attirer l'attention de l'enseignant. Non pas l'enseignant lui seul, mais aussi les camarades. Donc, les garçons aiment se faire remarquer. Donc, ils prennent
un temps de parole, on leur accorde un temps de parole plus important. Ils ont des types de questions ouvertes et abstraites. Les garçons ont des questions ouvertes, c'est-à-dire, comment ça ouvertes? Par exemple, des questions vastes. Des questions qui sont ouvertes sur une panoplie de réponses. C'est-à-dire, ils ne vont pas vous dire, monsieur, je fais ça ou ça. Non, monsieur, qu'est-ce que je fais? Madame, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dois faire? Ah, comment devrais-je faire cet exercice? Donc, ce sont des questions abstraites, ouvertes, c'est-à-dire qui vont solliciter une réponse assez importante sur le plan textuel, sur le plan de temps. C'est-à-dire, vous allez leur accorder plus de temps pour pouvoir répondre. Ce n'est pas le cas des filles. Les filles sont plus circonscrites. D'accord? Type de questions ouvertes, abstraites. Attente disciplinaire, tolérance relative pour les agitations, c'est-à-dire, ils sont agités, les garçons. Ils aiment bouger, ils aiment faire du chahut. Vous allez le retrouver en classe. Tout ce que je vous dis, vous allez le retrouver en classe. Dès que vous allez mettre les pieds dans une classe, vous allez remarquer qu'il y a 2, 3, 4, 5 garçons. Le nombre va devenir encore plus important si vous êtes plus tolérant en classe, jusqu'à ce que toute la classe soit contaminée, entre guillemets, si vous êtes très tolérant, ce qui n'est pas du tout recommandé. Donc, les garçons ont une affinité pour l'agitation en classe. Ils aiment attirer l'attention, ils aiment bouger, ils aiment vociférer, hausser la voix. Donc, ils sont un petit peu plus difficiles à régir sur le plan disciplinaire. Donc, ils aiment les encouragements. Donc, encouragement pour leur performance et les garçons ont un esprit compétitif. Ce n'est pas, c'est-à-dire une exclusivité qu'on révèle ici, parce que les garçons réussissent mieux les hommes réussissent mieux dans le milieu compétitif que les filles. Milieu sportif, qui réussit le mieux? Les hommes. C'est-à-dire les hommes ont un esprit compétitif, un esprit de compétition. C'est-à-dire, pour eux, ce n'est pas seulement la réussite, c'est la réussite par rapport à un tel. C'est-à-dire, il est dans une compétition, dans sa tête, le garçon est dans une compétition par rapport à un certain entourage. Il est dans sa tête dans une compétition. Donc, type d'interaction maintenant avec les filles. Ce que nous remarquons, le temps de parole est plus réduit. Les filles sont généralement plus timides, plus discrètes. D'accord? Donc, elles n'aiment pas se faire remarquer, généralement. Je ne parle pas d'exception. Il y a des exceptions, bien sûr. Il y a toujours des exceptions qui confirment la règle. La fille n'aime pas toujours se faire remarquer. Donc, elle accorde un temps d'interaction assez réduit. Pas comme le garçon. Type de questions. Ce sont des questions fermées. Généralement, les filles utilisent des questions fermées, c'est-à-dire sur 3, 4 suggestions. 2 suggestions, c'est-à-dire c'est ou ça ou ça. Monsieur, je fais ça ou ça? Donc, elle a en tête des propositions de réponses. Attente disciplinaire, exigence de calme et de docilité. Les filles sont plus dociles et plus calmes que les garçons. Les garçons sont plus agités. Ce sont deux natures différentes, n'est-ce pas? Filles et garçons de natures différentes. Les filles sont généralement, dans la plupart des cas, le fanfaron de la classe n'est pas une fille. C'est un garçon. Donc, la fille, elle est plus docile, moins agitée. Donc, la fille demande moins d'encouragement, mais elle demande plus pour la conformité de l'effort.
pour la conformité de l'effort. C'est-à-dire, le garçon a besoin toujours d'encouragement pour la compétition, alors que la fille a besoin on va dire, d'un compliment, pas d'un encouragement. D'accord? C'est dans la nature des filles, dans la nature des femmes, c'est le besoin du compliment, pas de l'encouragement. Ce n'est pas dans un esprit de compétition, mais dans un esprit de paix intérieure. La fille n'est pas dans une logique de compétition. Tout ça a été, ces remarques-là, ces critères relevés, nous citons Nicole Massoni, que ces différences, qui est l'auteur de cette étude, l'auteur de ces points, de ces remarques relevées, ces différences, souvent inconscientes, contribuent à construire chez les élèves des rapports au savoir, à l'autorité profondément stricts. C'est-à-dire, n'allez pas prendre que ces règles, c'est une règle générale à appliquer à toutes les filles, à tous les garçons, mais généralement le comportement des garçons, c'est dans ce jargon-là, le comportement des filles, c'est dans l'autre. Vous avez des questions? Beaucoup. Laissez-les pour le TD. Donc, le curriculum caché. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est derrière on va dire ce tableau clinique. Donc, ça désigne l'ensemble des normes, des valeurs d'apprentissage implicites transmis par l'école au-delà des contenus explicites. Ça inclut la division sexuée, c'est-à-dire, même si... Curriculum, c'est le pluriel du curricula. Curricula, à peu près ça. Pas tout à fait. Donc, la division sexuée des tâches, c'est-à-dire la logique de l'école. Qu'est-ce qui se cache derrière ce tableau que nous venons de classer? L'école, comment voit-elle ce tableau? L'école en tant qu'institution, comment voit-elle ce tableau? Comment le conçoit-elle? Donc, la division sexuée des tâches dans la classe, généralement, en tant qu'enseignant, on a certaines tâches qui sont plus adaptées, selon nous, selon ce tableau, selon ces remarques, plus adaptées à des garçons, alors que d'autres tâches sont plus adaptées à des filles. Par exemple, dans une activité physique, de sport, l'activité de sport, l'enseignant va automatiquement donner, on l'a tous vécu à peu près, surtout au collège, au lycée. Le professeur de sport va donner le ballon de foot aux garçons, aller jouer au foot, et les filles, il va leur donner quoi? Quel ballon? Ils vont jouer volleyball. Merci. Le volleyball. C'est-à-dire, nous allons, à travers cette vision discriminatoire, dire que les garçons ont une affinité pour le contact physique, c'est plus le foot. Les filles, c'est plus on va dire un jeu pas très compétitif, pas assez comme le foot. Donc, c'est peut-être assez vague comme exemple, mais dans certaines tâches, nous allons dire que les filles vont faire certaines tâches. Par exemple, dans un atelier, nous allons directement dire aux garçons, les garçons, arrangez les tables. C'est un travail de garçon. Parce que ça demande de pas forcer. Mais ce sont des enfants. Ce sont des enfants, c'est-à-dire qu'ils ont presque les mêmes capacités physiques. Mais vous voyez que nous allons directement assigner certaines tâches aux filles, alors que laisser les garçons pour certaines tâches, même si ce ne sont pas encore des hommes et des femmes, ce sont tous des garçons, des enfants, pardon. Donc,
dans le cliché social, dans la vision de l'école, à travers ce tableau que nous avons vu déjà, l'école conçoit le traitement des filles différemment de celui des garçons. Donc les attentes différenciées en manière de comportement, hiérarchisation implicite des disciplines scolaires. Donc, nous donnons un exemple. Dans une classe de FLE, restant toujours dans la classe de FLE, on observe les garçons sont plus souvent interrogés pour répondre à des questions d'analyse grammaticale, parce que généralement en classe, vous allez vous adresser aux garçons pour les règles rigides, alors que les filles sont souvent plus sollicitées pour quoi? Pour l'expression. C'est-à-dire, conjuguer le verbe, vous allez vous tourner vers qui? Les garçons. Quelle est la classe grammaticale de ce mot? Vous allez vous tourner vers qui? Vers les garçons. Ah, pour l'expression, pour la production, vous allez vous tourner vers qui? Vers les filles. Donc les filles ont plus d'aptitude à... C'est un cliché. C'est un cliché. Il y a certains garçons qui sont plus, on va dire, il y a beaucoup de garçons qui sont beaucoup plus expressifs que les filles. Alors, je connais des garçons qui ont des capacités d'expression, un vocabulaire, qui maîtrisent un jargon lexical plus large que beaucoup de filles. Même si les filles ont tendance à être plus bavardes, n'est-ce pas? Plus expressives. C'est-à-dire, c'est pour ça que nous allons le voir par la suite, les garçons se tournent, c'est-à-dire c'est ce cliché-là. Donc, nous allons voir, c'est-à-dire que à travers ces clichés-là, les garçons vont se tourner vers des spécialités plus techniques à l'université. C'est-à-dire si vous allez vers les spécialités techniques, mathématiques, génie civil, vous allez trouver que en classe, il y a beaucoup de garçons par rapport à... J'ai un ami qui enseigne au génie civil, il y a deux filles ou la classe. Alors que les filles se tournent plutôt vers des spécialités où il y a, on va dire, assez de littérature, où il y a de l'expression. Sciences sociales, psycho, les langues. On a l'exemple concret devant nous ici. Donc, cette conception sociale, ce cliché social, va forcer... On ne va pas dire qu'il est complètement faux, ce cliché. Même s'il c'est qualifié de cliché, ce n'est pas complètement faux. C'est une impression assez fondée par rapport à la société. C'est-à-dire, les garçons ont tendance à se tourner vers le technique, les filles vers l'expressif. C'est pour ça que vous trouvez plus de filles, plus de femmes dans l'enseignement. Plus de femmes dans, on va dire, les administrations. Plus de garçons dans les travaux techniques. Donc l'orientation scolaire. Venons-en à l'orientation, nous venons de l'évoquer, et nous allons voir comment ça influe, comment ce concept, comment ce cliché, comment cette vision va influer l'orientation scolaire. Donc les mécanismes de l'orientation scolaire constitue un moment crucial de réception des inégalités par rapport au genre. C'est-à-dire c'est le moment crucial où ces inégalités par rapport au genre vont se cristalliser, vont être plus patentes, plus visibles. On observe une distribution sexuée des filières. Nous avons les filières féminisées, les filières adultes des femmes. Nous avons les langues, les sciences humaines, sociales, histoire, art,
psychologie, tout ça. Donc, les philosophies, nous trouvons beaucoup plus de filles dans ces spécialités que d'hommes, que de garçons. Donc, nous trouvons aussi dans l'enseignement, dans les soins médicaux, les sciences médicales. Donc, les services, je viens de le dire, l'administration, call centers, vous trouvez plus de filles que de garçons dans ces métiers. Donc les filières masculinisées, qui sont plus, les garçons sont plus tournés vers ces métiers, vers ces filières, nous trouvons les sciences et technologies, les mathématiques et physiques. Concernant les garçons. Les garçons se tournent plus vers les sciences et technologies, en somnole, vers mathématiques et physiques, vers informatique et ingénierie. On trouve plus de garçons dans l'ingénierie. Les ingénieurs sont souvent des hommes, des garçons. Donc, Marie Derubella explique que l'orientation n'est pas le simple reflet de la compétence. Ce n'est pas que la compétence qui pousse certains individus à choisir certaines filières ou certaines spécialités, c'est-à-dire, mais le produit complexe d'anticipation d'influence familiale et scolaire et de représentation sociale du masculin et du féminin, c'est-à-dire, vous n'allez pas trouver de familles qui vont applaudir leur fille qui va choisir de faire génie mécanique, par exemple. Maman, je vais faire, pour le papa, je vais faire génie mécanique. Le génie civil. Génie civil. Génie civil. Génie mécanique. Électrotech. Génie maritime. Ce sont l'ingénierie est un travail de terrain. Un travail presque de labour. C'est-à-dire difficile. Ça diffère entre les C'est un travail d'homme. Oui, mais ça diffère. Il y a des exceptions. Il y a Oui. forcément des exceptions. Mais ce sont les exceptions qui confirment la règle. C'est-à-dire, généralement, ces spécialités ne sont pas qu'un choix de compétences. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que la fille ou le garçon manque de compétences dans ce métier qu'il ne va pas le choisir. Mais c'est parce que cette conception sociale le pousse à choisir certains métiers que de choisir d'autres. Généralement, un homme ne va pas faire sage-femme. Sage-femme. Le métier s'appelle sage-femme. Un homme ne va pas faire sage-femme. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Il y en a, mais c'est un métier de femme. Ce n'est pas un métier d'homme. C'est un métier de femme, ce n'est pas un métier d'homme. Donc, vous voyez que ce n'est pas la compétence qui pousse à faire certains choix, mais ce sont les représentations sociales. Donc, ce n'est pas que par rapport au choix scolaire ou la réussite scolaire, n'est pas que par rapport à un choix dû à des compétences individuelles, mais le plus souvent à des représentations sociales. Donc, déterminant de l'orientation. Qu'est-ce qui pourrait déterminer cette orientation? Donc, l'autosélection. Les filles intériorisent des limitations dans leurs aspirations professionnelles. Donc, les filles aspirent à certains métiers. Il y a une affinité de filles dans la nature des filles pour certains métiers, comme nous venons de le dire, comme il y a une affinité des garçons pour d'autres. Donc, on a aussi la pression familiale, c'est-à-dire un garçon, on va dire, un garçon qui vit dans une tranche sociale assez
on va dire, assez pauvre, pour ne pas prendre avec des pincettes. Lorsqu'il a une bonne moyenne, il va faire quoi? Bonne moyenne au bac. Première des choses. Ingénieur. Pauvre, on va dire. Non, mais... L'armée. Non, mais il est officiel. L'armée. Donc, dès qu'il a dès qu'il réussit son bac ou qu'il ne le réussit pas, il passe directement à l'armée. Une fille va faire quoi? Non. Ouais, peut-être. Médecine. Elle va choisir un parcours assez long. Alors que le garçon en besoin, en besoin financier, il va choisir, c'est-à-dire une profession qui va lui procurer un financement assez rapide. Donc vous voyez bien que ce n'est pas que par rapport aux compétences. C'est aussi par rapport au choix social. Par rapport au choix social. Donc, la critique du concept d'orientation. La sociologie critique souligne que le vocabulaire du choix d'orientation masque les déterminismes sociaux, c'est-à-dire nous avons déjà d'emblée, nous avons un déterminisme social qui pousse la fille et le garçon à choisir certains métiers. Un déterminisme social, qui est basé sur le genre, sur le terme du genre. C'est le genre qui pousse. Ce n'est pas seulement la compétence. Ce n'est pas seulement la compétence. Nous avons des exemples dans les universités, les départements de langue française sont très majoritairement féminins. Si vous faites une petite comparaison ici même entre le département de langue anglaise et le département de langue française, vous allez trouver que dans le département de français, il y a plus de filles que dans le département d'anglais. Dans le département d'anglais, il y a assez de garçons. Donc, pourquoi? Je ne sais pas. Mais, donc c'est une étude faite par... Le département de l'Arabe fait beaucoup plus de filles que les garçons. Non. département... Généralement, les filles sont plus scolarisées que les garçons. C'est la première question que j'allais vous poser. Les filles sont plus nombreuses que les garçons dans la population scolaire, dans l'enseignement. C'est fait à travers des recherches. Ce sont des statistiques, qui s'imposent. Ce sont des statistiques qui s'imposent. Donc les filles sont plus... Allez, j'ai occupé le poste de chef de département et de vice-doyen chargé de la pédagogie. Le taux de filles est toujours dans les alentours de 70 à 75%, alors que les garçons sont autour des 24, 25, 26. Donc, il y a toujours moins de garçons que de filles. C'est toujours les trois quarts de la population estudiantine sont des filles. Donc, c'est un constat. C'est un constat, ce sont des statistiques qui s'imposent. La réussite scolaire pour les garçons, pourquoi pourquoi un échec assez important pour les garçons? C'est dû certainement à certains éléments, à beaucoup d'éléments sociaux précoces, c'est-à-dire les garçons n'arrivent pas à accéder à l'université autant que les filles. Pourquoi? Parce que choisissent peut-être des métiers, plus techniques, plus professionnels, n'optent pas pour la réussite scolaire comme élément de réussite financière assez rapide, ne le conçoivent pas, les garçons ne le conçoivent pas ainsi, c'est-à-dire pour eux, aller faire des petits boulots par-ci, par-là, c'est beaucoup plus rentable que de poursuivre ses études, peut-être, donc reste à prouver ces éléments-là. Mais en tout cas, c'est un constat. C'est un constat. Les filles sont plus nombreuses que les garçons dans le domaine des langues. Dans le domaine des langues, il y a toujours presque une relativité des trois quarts pour filles et le reste pour les garçons. Donc,
Nous avons des exemples d'applications. Je dis que dans le contexte du département de langue française, les filles sont majoritairement nombreuses. Donc, les filières scientifiques et techniques restent dominées par les garçons. Référence Marie Duru Bella, étude faite en 2004. Maintenant, le paradoxe de la réussite scolaire des filles. Le constat statistique. Le constat statistique d'abord, les données statistiques montrent une situation paradoxale. Les filles réussissent mieux scolairement que les garçons à tous les niveaux. À tous les niveaux, les filles réussissent le mieux. Les filles réussissent mieux scolairement que les garçons à tous les niveaux. Elles obtiennent de meilleurs résultats et sont moins souvent en échec. Pourtant, elles s'orientent vers des filières moins prestigieuses et moins rentables. C'est-à-dire, vous allez, si on considère que les filières les plus rentables, maintenant, c'est quoi dans cette ère-là? Quelle est la filière la plus rentable? Gestion économique. Pas les sciences économiques, l'informatique. L'informatique. L'informatique est majoritairement dominée par les garçons. Les filles choisissent des filières plus, on va dire, plus prestigieuses socialement. Elles vont choisir de faire médecin, chirurgie dentaire, choisir de faire... Généralement, c'est ça, les sciences médicales. C'est les filières les plus convoitées socialement. C'est-à-dire, on voit mieux un médecin qu'un informaticien. Un médecin, c'est plus prestigieux qu'un informaticien. Que pourrait faire un informaticien alors que l'informatique, c'est plus rentable que la médecine. Surtout de nos temps, de notre temps. Donc, dans notre ère, plusieurs facteurs expliquent ce paradoxe. Côté de réussite scolaire, scolarisation favorisant la conformité, la docilité et l'application. Attente familiale et scolaire plus forte en matière de conception sociale, c'est-à-dire on attend plus socialement de certains métiers que d'autres, on a plus d'attentes vers certains métiers que d'autres. Médecin par exemple, toujours restant dans l'exemple de médecin, on voit bien un médecin qui réussit sa vie qu'un informaticien qui le ferait. Donc, ce qui pousserait à faire certains choix, donc ce n'est pas par rapport à la compétence, ce n'est pas par rapport à l'affinité, mais par rapport au choix social. Donc, pour conclure, on va dire que l'école et particulièrement l'enseignement des langues est un lieu central de construction et de reproduction des rapports sociaux de genre. Donc, comprendre ces mécanismes est essentiel pour les enseignants, particulièrement de FLE, qui est notre cas, d'accord? Car la langue n'est jamais neutre. Comment ça, la langue n'est jamais neutre? L'usage de langue, l'usage de la langue française, dans notre cas, l'usage de la langue française est souvent on va dire un cliché, un stéréotype, une image de la femme, surtout dans notre société, c'est-à-dire une femme qui utilise plus, la femme utilise plus le français, fait d'usage plus du français que l'homme. Donc, dans ce contexte-là, le choix du FLE, le choix du français, c'est un choix presque typiquement féminin. Ce n'est pas que ce que nous faisons ici comme hommes. D'ailleurs, généralement, le cliché de l'homme, il dit tiens, je suis un enseignant de langue française. Je suis enseignant de langue française. Ben,
homme barbu, ce n'est pas vraiment le profil de l'enseignant de langue française. Je connais beaucoup d'enseignants de langue française, tu n'y ressembles pas. Donc vous voyez bien que c'est un cliché, c'est plus un choix féminin qu'un choix masculin, le choix du français. Car la langue n'est jamais neutre. La langue n'est jamais neutre. La langue est véhicule de culture. Et le français est toujours assimilé à la mode, à prestige, une certaine langue prestigieuse, entre guillemets, pour certaines classes sociales. Donc, c'est souvent assimilé ou associé à la femme. Donc, c'est pour ça que le choix, d'ailleurs, je vous l'ai dit, c'est un constat là, en langue française ici à Abel Abbas. Nous avons plus de filles que de garçons. Le rapport est toujours les 3/4 au quart. D'accord? Les 75% à 25%. Donc, pour citer, pour clore s'il vous plaît, pour clore ce cours, je vais citer Isabelle Collet qui dit que l'égalité ne se décrète pas, elle se construit, y compris dans les moindres détails et des pratiques pédagogiques quotidiennes. C'est-à-dire, on ne peut pas, dès le début, décréter qu'il y a une certaine égalité entre hommes et femmes, sur le plan intellectuel. Bien sûr, nous parlons sur le plan intellectuel. Sur le plan physique, il n'y a pas lieu à discuter. Sur le plan physique, hommes et femmes ne sont pas égaux. D'accord? L'homme est supérieur à la femme sur le plan physique. Sur le plan intellectuel, donc l'égalité ne se décrète pas, mais elle se forge, elle se construit. Elle se construit à travers quoi? À travers les représentations sociales. Les représentations sociales. Donc, il y a une inégalité intellectuelle, inégalité qui est forcément confirmée, légitime pour certaines professions. On ne pourrait pas voir certaines filles dans certaines professions comme on ne pourrait pas voir des garçons dans